Voilà, cette petite animation étant terminée, très heureux de nous retrouver tous, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents d'honneur de l'AMF que nous avons salués tout à l'heure. Je salue à nouveau la famille de M. Hoffel en rappelant aussi son engagement européen que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. Et Christophe Rouillon me rappelait à juste titre qu'il fut un grand défenseur de l'Europe, Daniel Hoffel. Je salue avec beaucoup de plaisir, mesdames et messieurs, les présidents des associations départementales de maires. Nous avons engagé un gros travail, j'y reviendrai, pour stimuler l'animation du réseau des associations départementales. Et je trouve que la force de l'AMF n'a jamais été autant portée que par ce travail commun que nous menons, et à travers vous, vos bureaux, les directrices et directeurs des associations qui font un travail remarquable. Je salue également, mesdames et messieurs, les représentants des associations d'élus, partenaires, associés. L'AMF a toujours ouvert ses instances et son bureau aux autres associations d'élus, car l'AMF, c'est la maison mère. C'est la maison mère M-A-I-R-E-S, et c'est la maison mère de toutes les associations qui portent la voix de la liberté, de la responsabilité et de l'efficacité locale. Je nous salue tous en tant que président d'intercommunalité, en tant que maire de France, mes chers collègues et chers membres du bureau ici présents, cher monsieur le premier vice-président délégué André Lignel et tous les membres du bureau. Je vous remercie d'être aussi nombreux dès cette séance d'ouverture. On est particulièrement nombreux cette année pour ce 107e congrès des maires de France. C'est notre dernier congrès avant les élections municipales. Dieu sait, alors Dieu, je respecte la laïcité, on a une expo sur la laïcité à quelques mètres d'ici, c'est le peuple souverain évidemment, et aussi notre volonté individuelle, d'ailleurs les deux doivent se rencontrer, où nous serons dans un an. Mais je voulais vous remercier de votre participation, de votre fidélité, de votre abnégation à nos côtés pour porter. Mais moi, je ne touche pas au micro parce que je sais que les techniciens... Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Bon, mais les gars, là, il faut régler vos... Voilà. Non, je pense qu'en fait, on m'entend mieux dans la salle que sur la piste, si je puis dire. Je suppose que c'est cela. C'est bien cela? Je regarde la régie son, tout va bien? Voilà, j'ai dit ce qu'il fallait. Merci, madame. Elles sont formidables. Ils sont formidables. C'est le congrès de la fidélité. C'est le congrès de l'utilité. C'est pourquoi le propos de Muriel était si important. C'est le congrès aussi de la vitalité. Et j'ai envie de dire que, sous ce terme de liberté, c'est le congrès de l'émancipation dont nous devons porter ici l'affirmation. L'émancipation des communes, l'émancipation de la volonté populaire locale, l'émancipation du pays réel, selon cette formule de Victor Hugo, le premier à l'avoir utilisé. Ce pays réel qui, malgré les soubresauts de l'actualité nationale, se démène, se bat, affronte les difficultés, affronte la pauvreté, se bat pour la prospérité, se bat pour la sécurité, se bat pour s'en sortir. Ce pays réel, c'est le pays de tous les Français. Ce pays réel, c'est le pays des maires de France. Le congrès des maires de France, ce n'est pas une réunion au sommet. C'est la réunion de ceux qui sont sur le sol, pour reprendre l'expression de Madame le maire de Paris tout à l'heure. Nous sommes au niveau du sol, nous en sommes fiers. Nous n'allons pas à la rencontre du pays. Nous sommes dans le pays. Je ne dirais pas que nous sommes le pays, mais nous sommes dans le pays et nous en faisons partie. C'est le rassemblement du concret. C'est le rassemblement de ceux qui agissent sur le terrain. Oui, c'est le congrès, ici, du pays réel. Et nous le verrons au cours des travaux de nos 3 jours. Nous irons du terroir à la crypto, de la ruralité au quartier, du bon sens à l'IA générative, des problèmes démographiques au nécessaire sursaut civique et démocratique. C'est cela l'AMF, c'est ça notre réalité de maire, c'est ça la modernité des communes de France, des villages,
compris en Corse. Des communes, des villes, des agglomérations. Et ce congrès, nous l'avons voulu avec toute l'équipe ici présente, avec André, avec toute la famille de l'AMF. Nous l'avons voulu dans l'esprit des maires qui se sont réunis pour la première fois il y a 125 ans à Paris. Et nous l'avons voulu particulièrement projeter aussi vers l'avenir. Je disais tout à l'heure du terroir à la crypto, à l'IA générative, oui. Il y a 125 ans, au moment de l'exposition universelle, les maires de France, estimant qu'il était temps que Paris n'oublie plus la province, que le pouvoir central, hein, pas la ville de Paris, n'oublie plus la province, montaient à la capitale, comme on dit toujours d'ailleurs, avec les produits du terroir et organiser un grand buffet, un grand banquet à l'occasion de l'exposition universelle. Et c'est comme cela qu'est née l'AMF. C'est que quelques années après, les maires ont pris cette habitude, on s'est dit, mais il faut qu'on se structure, qu'on s'organise, et l'association a été créée en 1907, et elle est devenue d'intérêt général en 1933. Eh bien, à travers une initiative que nous avons prise, il y aura mercredi, en fin d'après-midi, ici, hein, dans le hall, un grand buffet des maires, un grand banquet républicain du terroir qui marque le territoire que je mets toujours au singulier, moi. Vous remarquerez que plus on nous dit les territoires au pluriel, on l'utilise tous, c'est parce qu'en fait, il n'y a plus d'aménagement du territoire, hein, tout simplement. Ça montre la fragmentation territoriale. Hein. Donc voilà, le territoire français constitué de ces provinces hexagonales et ultramarines que nous sommes fiers de porter, de défendre ici. Et donc, il y aura un grand buffet, j'espère que vous viendrez nombreux, grâce à un partenariat que nous avons noué avec la Fédération de l'industrie agroalimentaire, très présente dans nos communes, beaucoup de PME, avec Rungis, le plus grand marché du monde, et avec, last but not least, l'Union des vignerons indépendants. Voilà. J'essaie de parler aussi à votre cœur, à votre tête, mais aussi à votre estomac. Car comme disait Philippe Séguin, en politique, il ne faut jamais manquer d'estomac, à tous les sens du terme. C'est donc la France du terroir, c'est la France de l'innovation, c'est la France qui relève les défis de son temps. Et des défis, on en a eu. Des crises, on en a affronté pendant ce mandat. Des changements. Alors, on parle beaucoup de transition, mais la vie n'est qu'une immense et permanente transition, mais elles sont parfois accélérées à l'ère du numérique, de la quantique, c'est vrai, dans nos villages, dans nos villes. Et il est vrai que ce mandat qui s'achève fut un mandat qui a commencé avec la fin de la crise des Gilets jaunes. Que sont devenus les cahiers de doléances des Gilets jaunes? Qui a commencé avec le Covid et qui a montré à quel point nous sommes, selon la formule que j'utilise souvent, et vous allez voir l'intérêt de garder des micros comme ça, regardez, hop, ça marche quand même, bravo, formidable. Non seulement des praticiens du quotidien, mais aussi des urgentistes de la République. Heureusement qu'il y avait les maires, quand on dit les maires, les conseillers municipaux, les secrétaires de mairie, les salariés de la mairie, pour vacciner, pour acheter et faire fabriquer, parfois, et distribuer des masques. Heureusement, les communes, heureusement, c'était d'ailleurs le thème l'année dernière de notre grand congrès. Nous sommes passés d'un mandat qui a commencé avec le confinement et qui se termine avec le capharnaüm national. De la crise sanitaire à l'explosion budgétaire. Et dès que nous sommes sortis du cadre qu'on nous impose, comme je viens de le faire, j'adore ces histoires de micro, là, c'est formidable, eh bien, nous avons montré notre efficacité. Nous avons montré que lorsque l'on s'affranchissait des contraintes excessives, des normes absurdes, des contradictions et des injonctions contradictoires que nous recevons, bref, des effets de technocratie, de bureaucratie, ce que j'appelle la schématocratie même, il faudra tout mettre dans des cases, eh bien, nous étions efficaces. C'est pourquoi il faut remplacer la défiance technocratique par la confiance démocratique.
Appelons tout simplement ça la liberté. Cette liberté que l'État, à juste titre, s'octroie lorsqu'il est face à nos réalités. Quand l'État a dû être donneur d'ordre, maître d'ouvrage, ce qui lui arrive rarement maintenant, investisseur, et qu'il a appréhendé les contraintes qu'il nous impose. Quand je dis nous, c'est tous ceux qui portent des projets, les communes, les intercos, les collectivités, les entreprises, les associations. Il s'en est exonéré. Et ce furent les lois Notre-Dame de Paris, Jeux olympiques de Paris, ou autour de principes simples d'organisation du travail, de normes environnementales à respecter. Nous sommes au XXIe siècle, il faut relever le défi de la décarbonation, de normes de commande publique, qui échappaient à l'absurdité souvent de ce code de la commande publique, d'ailleurs très souvent superfétatoire en droit, contraint, qui fait qu'on paye 20% plus cher tout. Eh bien, il a réussi, en s'exonérant de ces contraintes et en retenant simplement des principes simples, à relever les défis de la construction de Notre-Dame de Paris et les défis des Jeux olympiques de Paris. Eh bien, que l'État, à travers le législateur évidemment et l'exécutif, fasse de ces dérogations le cadre général. Que s'il s'est autorisé à lui-même, il nous l'autorise à nous. Et le pays verra que l'on peut très vite retrouver des dynamiques, que l'on peut très vite assainir les comptes publics, que l'on peut retrouver de la performance publique et de l'efficacité, parce que l'enjeu, mes chers amis, c'est de montrer que la démocratie, celle qui est la garantie de nos libertés individuelles dans un cadre collectif, est bien plus efficace que les systèmes autocratiques. Pendant ces 6 ans, nos communes ont non seulement démontré leur utilité au service des habitants, au service de la solidarité, au service de l'humanité, de la proximité, mais aussi la solidité des élus locaux. Je le rappelle, nous avons géré la crise sanitaire, nous avons dû affronter cette inflation qui a touché en particulier les prix des cantines, mais également les prix de l'énergie, ce qui se répercutait sur nos équipements sportifs en particulier, mais tant d'autres. L'accueil des persécutés du monde entier, des réfugiés syriens, afghans, ukrainiens, et je ne suis pas exhaustif. Et c'est notre fierté que de montrer que nous savons être solidaires. La gestion des catastrophes naturelles qui ont été évoquées tout à l'heure, à juste titre, par Sergio Haro et Madi Madissouf, et effectivement, hélas, j'en connais un rayon maintenant, en rappelant que nous avons mis en place un groupe de travail spécifique sur la gestion des risques majeurs, qui est particulièrement nécessaire et utile et à votre disposition. Nous avons affronté aussi les émeutes urbaines, les conséquences sur les assurances, et à chaque fois, nous avons montré notre capacité d'action et d'efficacité, avec humanité, pour le sport, pour la culture, pour l'accueil, pour les personnes handicapées. L'année dernière, nous avions fait une grande séquence ici même, avec ce sujet délicat des AESH, qui sont un problème qui n'est toujours pas réglé, malgré l'évolution législative qui fait que l'État doit prendre en compte le paiement des AESH, y compris sur le temps périscolaire. Et j'ai beaucoup de remontées de terrain où, dans beaucoup de communes, on a encore d'énormes problèmes. Bref, nous avons agi en praticiens du quotidien et en agents de justice de la République. Et je me dis à chaque fois, quand j'écoute nos travaux, quand je vois le nombre d'ateliers qui nous réunissent ici, qu'on devrait nous écouter. On aurait dû nous écouter depuis longtemps. Quand François Baroin, avec André Léniel, avec toute l'équipe et votre modeste serviteur, nous alertions il y a des années sur la crise du logement à venir. C'est certainement aujourd'hui la crise sociale la plus grave du pays. C'est une crise sociale et économique. Des actifs qui dorment dans leur voiture, on en rencontre dans toutes les villes, y compris dans la mienne. La crise du logement. Mais je pense également aux violences sur les élus. C'est nous qui avons alerté. C'est de cette crise civique tellement révélatrice. Sur le narcotrafic. Ah, narcotrafic qui fait l'objet d'une réunion aujourd'hui. Je pense que les maires mériteraient d'être associés à la réflexion, puisque c'est l'AMF en premier qui a alerté sur l'intensité, la violence des mafias de la drogue en France hexagonale comme dans les Outre-mer, dans le milieu urbain, mais aussi dans la ruralité. Nous sommes les premiers à avoir dit attention, on trouve des points de deal
de la production parfois, mais des points de deal partout, et du blanchiment dans la ruralité. Voilà, j'ai rien contre les barbeurs, les barbiers ou certaines pizzerias, mais enfin, on n'est pas dupes. On voit très bien dans nos communes, on est les premiers au courant. Quand vous voyez un établissement vide qui fait un gros chiffre d'affaires, c'est du blanchiment. Voilà, pas compliqué. Et attention, parce que le pire reste à venir. Fentanyl. J'ai alerté personnellement depuis 2020 sur le protoxyde d'azote, dont on voit les dégâts neuronaux, mais également, pour ceux qui l'inhalent en gaz dit hilarant, c'est pas du tout hilarant, c'est un gaz de destruction, mais les dangers pour les autres, les accidents de la route. 2 infirmières sont mortes dans mon agglomération, fauchées par un chauffard avec des bonbonnes de protoxyde d'azote. Au mois de juin dernier, et malheureusement à Lille récemment aussi, un jeune homme. Bref, si on nous avait écoutés aussi sur les comptes publics, sur la démographie, l'effondrement démographique, c'est une crise majeure, sur les comptes publics. Moi, je ne supporte plus quand on me dit, dans un récit infantilisant, « mais vous ne voulez pas participer à l'effort, etc. » Participer à l'effort, on le fait tout le temps, tous les jours. En tout cas, moi, je sais que dans ma commune, et je sais que c'est l'immense majorité ici, nous essayons de gérer comme on doit le faire et avec le plus d'efforts. Et participer à un effort pour améliorer la situation du pays, mais nous sommes les premiers à l'invoquer, à le revendiquer, évidemment. Donc, on n'est pas dans une défense, lapsus est révélateur, corporatiste. Nous démontrons que plus l'État centralise les finances, moins le pays se porte bien. Donc, participer à un effort qui se traduit en fait par des ponctions supplémentaires pour alimenter un système qui se dégrade, mais c'est du masochisme, c'est absurde. Cette solidité, c'est la pertinence de ces alertes, trouve aujourd'hui une acuité particulière dans la crise du pouvoir que l'on constate en France au plan national. 50 jours de vacances de pouvoir l'été 2024, une instabilité inédite sous la Ve République, et même un rythme de Premier ministre pire que sous la IVe. Hein. 3 premiers ministres et 4 gouvernements en 1 an, avec ce mur de la dette. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise du pouvoir en France, elle est d'autant plus grave pour le pays réel, celui que nous représentons, celui dont nous sommes, que le pays est centralisé. Le pays est devenu tellement centralisé qu'une crise du pouvoir central a des effets bien plus négatifs que dans un pays qui repose notamment sur l'organisation locale. Certains parleraient de fédéralisme, d'autres de confédération, d'autres de décentralisation. Nous nous retrouvons autour de la subsidiarité ascendante. Et que donc le centralisme est le premier facteur de la gravité de la crise que nous affrontons. Et avec cette notion que plus l'État va mal, et nous faisons partie de l'État, nous sommes pour un État fort, recentré sur ses missions, etc. Et plus il va mal, plus il s'en prend à nous. Et avec chaque année, et André l'a encore très bien dit récemment, en évoquant le budget, chaque année, nous déplorons, nous constatons l'accentuation des causes qui produisent les mêmes effets. Nous disons, mais attention, ce n'est pas en saignant les bien portants que vous allez soigner le malade. Attention, ce n'est pas en nous pénalisant de faire de la capacité d'autofinancement, en dégageant une épargne, parce qu'on sait tenir nos collectivités. Alors bien sûr, il y a des collectivités mal gérées, il y a des mairies mal gérées, mais ce n'est pas la règle. Il suffit de regarder en macro-finance, de voir que nous représentons, dans le millefeuille qui nous est imposé, les régions, les départements, les intercos, les communes, et toute la législation et la réglementation, 11% dans nos dépenses, c'est 11% de la richesse produite. La moyenne européenne, c'est presque 20%. Et vous connaissez l'adage de Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Eh bien, nous ne chérissons pas les causes de nos malheurs. Nous alertons l'exécutif et le pouvoir législatif sur le fait que plus ils nous prélèvent, plus ils alimentent un jeu de dupes, de bonneteau, puisque sur les comptes publics, c'est neutre, et plus ils pénalisent la pertinence de l'action publique. Donc oui, depuis 15 ans, l'État n'a pas cessé de recentrer l'action publique sur le plan financier et sur le plan juridique. Je ne reviens pas là-dessus, on l'évoque dans tous nos travaux, André en parlera aussi, mais
Ah oui, de taxes professionnelles, taxes d'habitation, CVAE, etc., etc. Ça a été non pas une baisse de la pression fiscale, puisque si ces fiscalités ayant été supprimées, les impôts et les charges avaient baissé en France. On aurait pu dire on souffre, mais c'est finalement un peu pour le bien commun, qu'il y a eu un meilleur service public. Or, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une spirale infernale de la dépense publique, des prélèvements obligatoires, avec beaucoup moins de liberté et de responsabilité pour nous, et des services publics qui se dégradent, avec des fonctionnaires de très bon niveau en France qui sont souvent maltraités, donc une spirale de la dégradation. Cette recentralisation, elle s'exprime à travers la fiscalité, elle s'exprime aussi à travers les ponctions sur la DGF, qui n'est pas une subvention de l'État. Où sont passés les 82 milliards d'euros que l'État a prélevés sur le bloc communal sur la DGF? Où est cet argent? Les comptes publics se sont-ils arrangés depuis 2010? 82 milliards, mes chers amis, sur la dotation, et notamment sur la dotation forfaitaire, qui est celle de la liberté communale. C'est dans la dotation forfaitaire. Hein. Où est cet argent? Est-ce que les comptes publics se sont améliorés? Est-ce que l'hôpital s'est amélioré? Est-ce qu'on a plus d'OPJ la nuit en zone police, etc. Cette centralisation a un autre paradoxe, c'est qu'elle s'est accompagnée d'un éparpillement de l'État. C'est-à-dire recentralisation normative, juridique, financière, et éparpillement de l'État local, façon puzzle, on aurait dit dans les tontons flingueurs, puisqu'il y a une multitude de créations de directions, d'agences plus ou moins indépendantes, qui contredisent les préfets, qui invalident les choix des uns et des autres. Enfin voilà, ce que j'évoque à chaque fois. Vous arrivez à l'autorisation du préfet, puis vous arrivez à convaincre l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, puis on vous dit d'aller voir la direction régionale de l'environnement, service de l'État, donc vous ne le trouvez pas. L'année dernière, j'ai vu le triangle des Bermudes de l'action publique. Bon, je ne vais pas le répéter parce que ce serait de l'acharnement non thérapeutique. Mais... Et puis, entre-temps, vous avez eu l'autorisation de la DDT ou de la DDTM, mais qui n'est pas d'accord avec l'ADREAL, qui elle-même se fâche avec l'ARS. Et votre projet, on vous demande la énième étude 4 saisons. Et là, vous trouvez la tortue Hermann qui vient frayer, ou la vipère, je ne sais pas quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que la tortue Hermann et la vipère, elle est beaucoup plus intelligente que ne l'estiment les agents de l'État qui pensent qu'il faut faire des énièmes études 4 saisons. Quand vous faites... Non, je vous dis ça parce que j'ai eu un cas de figure. Un cas de figure, c'était une commune de Savoie qui devait changer son installation. Vous savez, les œufs, là, les installations pour le ski. Là, bon. Et donc, c'était un changement. Ils ne faisaient que changer l'installation. Ils avaient reçu une injonction de l'État de décarboner cette vieille installation qui prenait du mazout et de faire un truc électrique, je crois. Bon. Donc, eux, ils ne peuvent faire les travaux que pendant l'été. Hein. Tout était préparé avec le préfet, avec tous les services de l'État. Puis tout d'un coup, ils se retrouvent avec une injonction de l'ADREAL de faire une énième étude 4 saisons, de retarder les travaux, alors qu'ils avaient déjà démonté notre installation et que c'est vital économiquement, socialement pour eux. Parce que ils avaient estimé que des vipères venaient frayer là. Et le maire m'appelle, je ne sais pas s'il est dans la salle, je le salue, il se reconnaîtra, et il me dit, mais ils sont complètement dingues ces gens, quoi. Ils veulent défendre la nature, mais ils ne connaissent pas la campagne. Hein. Parce que la vipère, dès que vous vibrez, elle va ailleurs, et la vipère, même avec des pulsions sexuelles intenses, elle ne va pas aller sous le marteau-piqueur, hein. Elle va aller frayer un peu plus loin. Enfin, je veux dire, l'agent de l'ADREAL aurait dû comprendre, quoi. Et l'État nous reproche un millefeuille, alors que lui-même a créé un propre 100 000 feuilles. CGCT, Code général des collectivités, Code de la commande publique, Code de l'environnement, etc., etc., etc. Alors heureusement qu'il y a l'AMF pour faire entendre notre voix. Je ne vais pas répéter le excellent rapport moral et d'activité qui a été prononcé après un suspense insoutenable sur l'arrivée de la secrétaire générale. Je ne remercie pas de cette frayeur. Et voilà, nous sommes intervenus, je pense on a réussi à obtenir des choses sur la circonstance aggravante lorsqu'on s'attaque à un élu, comme lorsqu'on s'attaque à un représentant de la police ou de la gendarmerie. Bon, après, il faut qu'il y ait les poursuites, il faut que les parquets, in concreto, comme on dit en droit, engagent bien la procédure. Et puis, toutes les positions qui ont été prises à l'unanimité du bureau sur tous les sujets qui ont été évoqués.
On a évoqué la Poste. Nous sommes la grande association de défense de la ruralité et on ne le rappellera jamais assez. Bref, tout ce qui a été parfaitement précisé par Muriel Fabre. Je voudrais remercier très chaleureusement tous ceux qui sont impliqués en ce dernier congrès. Tous bénévoles, hein, nous sommes tous des bénévoles à l'AMF. Il faut toujours le rappeler. Et merci aux membres du bureau qui me supportent aux deux sens du terme. Eh oui, je sais que ce n'est pas facile tous les jours. Aux membres du comité directeur, aux coprésidents de commission et groupe de travail, aux maires référents, à tous les représentants de l'AMF. Nous sommes désormais dans 300 instances consultatives. C'est vous dire le nombre d'instances consultatives qu'il y a en France. Voilà. Il y en a bien plus que ça d'ailleurs, plus que de fromage. Merci à tous ceux qui se déplacent. Je suis allé moi-même depuis que vous m'avez confié cette magnifique mission dans plus de 80 départements. Alors, on m'a dit, vous dites surtout pas ça parce que ceux où vous n'êtes pas allés, ils vont vous engueuler. Je fais ce que je peux. Voilà, je n'ai pas le don d'ubiquité. Je voudrais remercier les présidents d'associations départementales, je l'ai fait tout à l'heure, qui continuent de faire adhérer les communes intercommunautés. Nous n'avons jamais eu un tel taux d'adhésion, mais tout le monde n'est pas à 100%. J'ai des noms. Et nous sommes à votre disposition. Je salue Véronique Pouzadou et Joël Balandreau, qui est mon axe de vision, qui anime le réseau. Je parlais de la ruralité et tout le combat que nous avons mené pour les secrétaires de mairie, c'est tellement essentiel. Et nous avons obtenu, depuis 2023, une revalorisation de leur rôle, grâce notamment au travail de Muriel Fabre, que je salue et remercie, sur le maintien des ZRR, rebaptisés FRR, toujours pour la ruralité, et en saluant, en remerciant Ludovic Rochette et Régine Poveda. Nous avions été les premiers à alerter sur les conséquences à fragmentation bureaucratique de la loi climat et résilience, qui part de bonnes intentions, mais qui, à travers tous ces acronymes affreux, ZAN, DPE, ZFE, etc., se traduit par des entraves en action qui ne servent pas à l'environnement. Nous nous battons sur le ZAN. Alors, on a eu des avancées, c'est vrai, mais on sait pertinemment que tel qu'il a été conçu, il ne sera jamais réellement applicable, alors que l'objectif est tout à fait nécessaire, lutter contre l'artificialisation. Il était quand même un comble que sur un texte environnemental de faire une telle usine à gaz. Bon, je ferme la parenthèse. Je veux travailler sur le ZAN, le gros travail qui a été mené encore par Véronique Pouzadou, par Sylvain Robert, par le comité législatif avec Jean-François Debat, je veux saluer, et Guy Geoffroy. Sur les assurances, nous avons été les premiers à alerter et à nous battre et obtenir quelques avancées. Ça reste encore un sujet très très sensible et je salue le travail d'Alain Chrétien. Sur la sécurité, avec ce Beauvau que tu as évoqué tout à l'heure, et je veux vraiment remercier Jean-Paul Jandon et Frédéric Masquelier, Nicolas Daragon aussi, vice-président, et lorsqu'il fut ministre, nous a permis de bien relancer le texte. Et sur les risques majeurs que j'évoquais tout à l'heure, Sébastien Leroy et Éric Ménassi. Sur l'éducation, ce protocole d'accord que notre secrétaire général a évoqué a été obtenu grâce à l'action de l'association et à l'implication de Frédéric Le Turc et d'Antoine Joen. Et puis, la lutte contre cette fausse consigne plastique qui nous mobilise tant, n'est-ce pas, mon cher Jean-François Vigier, qui agit contre ce délire, ainsi que Christian Métairie. Nous nous sommes battus sur les conditions d'exercice du mandat, ce que l'on résume par le terme de statut, avec un travail important de Catherine Lhéritier, de Frédéric Roy, et avec Françoise Gatel, devenue ministre depuis, et je salue Françoise, qui était là d'ailleurs tout à l'heure, qui ne règle pas tous les problèmes. Si on veut vraiment relancer l'intérêt du mandat, il faut relancer le pouvoir d'agir et la liberté. Voilà. Mais il n'empêche qu'il règle beaucoup de difficultés dans l'exercice des mandats, et en particulier pour permettre à la jeunesse de plus facilement concilier les études et le lancement d'une vie avec l'exercice d'un mandat. Et la jeunesse sera au cœur de nos travaux, avec demain d'ailleurs une guest star, un invité, Jean-Louis Borloo, qui viendra, il y aura carte blanche à Jean-Louis Borloo à la conclusion de la table ronde sur la jeunesse. Et puis bien sûr, tout ce que l'on fait sur les finances, notre commission des finances qui est conduite par Emmanuel Salébéry, que je salue, j'ai aperçu, voilà, je vois que Philippe Laurent me le désigne, voilà, ils sont là, dans l'axe, et Antoine Homé, qui entre les attaques de la Cour des comptes, n'est-ce pas, chers amis, les multiples projets de loi de finances a nécessité notre mobilisation affûtée, et je voulais vous en remercier. Cette conjoncture éruptive que nous affrontons,
tel un volcan en éruption permanente. Ne nous y trompons pas, il n'est pas que l'expression de difficultés conjoncturelles. Elle s'inscrit dans un changement structurel très profond, d'un système qui est au bout. C'est ces 15 ans de recentralisation qui arrivent au bout de leurs limites. Tout démontre que le système d'organisation des pouvoirs publics français est à bout de souffle. Il n'y a jamais aussi peu eu de fiscalité locale et il n'y a jamais autant eu d'impôts et de charges en France, c'est-à-dire de prélèvements obligatoires. Il n'y a jamais autant eu de contraintes sur les budgets locaux et en parallèle autant de dépenses publiques. Je rappelle à ce sujet que la dette des collectivités, tout confondu, est au plus bas depuis 30 ans, contrairement à un lieu commun. Malheureusement, on réduit la capacité d'action, mais on s'adapte. C'est un peu moins de 9% de la richesse produite, du PIB. C'est exactement le même ratio qu'il y a 30 ans. Pendant ce temps-là, la dette de l'État et la dette sociale étaient multipliées par 2, par 3. Il n'y a jamais autant eu de freins à l'investissement local. Et nous portons 70% de l'investissement public. Et il n'y a jamais eu autant d'injonctions contradictoires que nous affrontons et d'absurdités. J'avais pris une certaine liste de cas. Je ne vais pas les évoquer, je serai trop long. Mais c'est marrant, plus on nous parle de débureaucratisation et de simplification, plus c'est compliqué. C'est extraordinaire, hein, vous le constaterez. Là, je regardais, je ne sais pas si David Nicolas est arrivé, mais je lisais dans, je crois, Les Échos, un article sur une bergerie au Mont-Saint-Michel. Donc une bergerie qui a été construite il y a quelques décennies. Elle est parfaitement intégrée. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ça va plaire aux maires des Vosges qui comme moi, arc-bouté contre l'absurdistan. Ça a été reconnu, donc le Mont-Saint-Michel, les Pré-Salants au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les moutons font partie de l'écosystème, sont indispensables à l'écosystème. Mais pour qu'il y ait des moutons, il faut qu'il y ait un berger. Pour qu'il y ait des moutons à berger, il faut qu'il y ait une bergerie. Eh bien, ce berger, avec une nouvelle interprétation de la loi littorale, c'est-à-dire 40 ans après la loi, on dit non, finalement, vous ne pouvez pas avoir votre bergerie qui est parfaitement intégrée dans l'environnement. Et il a une injonction quotidienne à quitter, à fermer sa bergerie, et malgré le soutien de la mairie. Comment on peut arriver à de telles absurdités ? Alors, on nous parle de décentralisation et nous, on se jette dessus, évidemment. On dit bravo, merci. Alors, on se jette de moins en moins fort parce que, comme ça vient tous les 3 mois, mais je pense qu'il y a une fenêtre de tir, là. Moi j'y crois. Et on verra ce que nous dira le Premier ministre. Mais on n'est pas dupe. Il y a un contexte, comment dire, politique à l'Assemblée qui n'est peut-être pas le plus porteur pour des grandes réformes, et une réalité budgétaire qui fait que dès qu'on nous parle de compétences, nous, on voit bien venir un État qui va transférer la charge et qui fait qu'en fait, on aura toujours plus d'obligations et toujours moins de pouvoir. C'est ça la réalité. On a de plus en plus d'obligations et de moins en moins de pouvoir. Et puis, on nous flatte un peu avec ça. Alors, il est vrai qu'on est habitué. Flatté au Congrès en novembre, taxé au budget en décembre. Hein. Ça, on est habitué. Alors, on nous parle de décentralisation à venir, mais nous constatons la bureaucratisation et la centralisation au présent. N'oubliez pas, en 2019, à l'Élysée, on nous avait parlé de décentralisation. Puis en 2020, le président de la République qui avait dit une nouvelle génération de liberté locale. Et puis, après les Gilets jaunes, on était apparu comme le rempart face à ces revendications qui s'étaient exprimées. On nous annonce un grand moment de décentralisation et qui accouche de la loi 3DS. Dans la Mayenne, tiens, en 2022, le président de la République annonce une vraie décentralisation et reprend presque au mot près les termes de l'AMF qu'il contestait lors de sa venue 6 mois avant au Congrès des maires. C'était à l'époque où le président venait au Congrès des maires. Et nous avions été reçus à l'Élysée pour travailler sur la future réforme. Et puis, c'est rien passé. Pendant ce temps-là, on a continué à concentrer les impôts, à nous mettre des contraintes en plus. Antoine Homé nous a remarqué lors d'un récent bureau, et ça je le cite partout, que pendant la vacance du pouvoir qu'il y a eu en septembre, il n'y avait pas de Parlement qui légiférait, il n'y avait pas de gouvernement. Le Premier ministre avait été nommé, vous vous souvenez, puis il y a eu une grande période là. Et pendant cette période-là, 27 textes réglementaires ont été
proposé au Conseil national d'évaluation des normes, dont l'avis n'est jamais suivi, qui concernaient nos collectivités et qui se traduisaient tous ou quasiment tous par des contraintes, donc des dépenses supplémentaires. C'est-à-dire que maintenant, pour continuer à nous contraindre, à nous faire dépenser de l'argent, il n'y a même plus besoin de ministres et de parlementaires. C'est extraordinaire, la machine dans laquelle nous sommes. Et puis, je ne vais pas m'appesantir sur les finances, la baisse du fonds vert, les prélèvements dans l'agence de l'eau, la poursuite du gel de TVA, la baisse des compensations, etc., le gel de la DGF. André nous le fera beaucoup plus sciemment. Mais je voudrais juste quand même parler de cette autorisation budgétaire et de ce véhicule génial qui est le Dilico. Ah, je vois que je ne suis pas le seul à être concerné parce qu'on me dit que ça concerne que très peu de collectivités, ce qui ne me rassure pas parce que quand je vois la douille qu'on m'envoie, mais je trouve, juste rapidement, c'est génial le Dilico. C'est donc le raisonnement, c'est l'État, alors ça ne concerne pas tout le monde, hein, savourez pour ceux qui ne sont pas concernés, qui vient vous prendre, si vous aviez une entreprise, c'est en haut du compte d'exploitation, c'est vraiment le prélèvement, l'impôt de production, comme on dit. Hein. Donc on vous prélève sur vos recettes, sur votre chiffre d'affaires, chez nous, sur notre budget. Et bien on vous dit, attendez, on vous prélève, mais bon, c'est pour participer à l'effort, tout ça, soyez pas égoïste. Mais c'est assez génial le Dilico parce que c'est un prélèvement, on dit c'est un prêt, on vous emprunte, on va vous rembourser l'année prochaine. Alors nous, l'année dernière, quand on nous dit ça, on dit, attendez, ne nous prenez pas pour des idiots, l'année prochaine, le budget de l'État, il ira pas mieux, et puis on connaît ce genre de choses. Non, non, mordicus. Et puis là, cette année, on a dit, bon, en fait, on reporte d'1 an le remboursement, enfin, on va commencer, mais en tout cas, on va prolonger le dispositif, voilà, c'est plutôt, il faut être honnête jusqu'au bout. On va passer à 2 milliards, plutôt qu'1 milliard, puis après, on va nous redescendre un peu, peut-être qu'on va nous annoncer des choses, mais comme moi, je n'ai pas le syndrome de Stockholm, si quelqu'un me prend 20 € puis me dit finalement je te prends que 10, je lui dis pas merci, quoi. Je lui dis rends-moi les 10 aussi, voilà, mais bon, c'est autre chose. Et c'est génial parce que c'est un emprunt, c'est un peu comme le dispositif de Cahors, quoi. C'est un peu le contrat léonin, la Don Corleone, quoi. C'est une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Donc on vous oblige à prêter, mais non, mieux que ça, Rodolphe, c'est pas sans intérêt. Nous sommes les seuls créanciers qui prêtons et qui payons des intérêts. Parce qu'on vous dit on va vous rembourser sur 90%. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on ne te rembourse que 90% du capital, on ne te rembourse même pas 100% du capital, quoi. Et cette année, on nous dit on va vous rembourser sur 80%. C'est une invention extraordinaire, hors de l'ordinaire. C'est génial, le Dilico. Et pour nous assécher financièrement, vous avez aimé le Dilico 1, vous adorez le Dilico 2. Et mes chers amis, je crains de vous dire que l'année prochaine, je ne sais pas où on sera les uns et les autres, mais je crains qu'il y ait un Dilico 3. Voilà, et ça. Et on nous dit dépensez moins et dépensez plus. Moi, j'ai baissé les dépenses dans ma commune, baissé la dette, etc. Mais c'est la responsabilité locale. Dans les hausses des dépenses, j'attire votre attention sur la CNA-CRL. Nous sommes les seuls employeurs de France qui voyons leur cotisation employeur augmenter de 13 points, c'est-à-dire 3 fois 12 plus 1 avant, ça va être quasiment 5 milliards. 13 points. Les mêmes qui nous disent dépensez vos dépenses nous obligent, même si on réduit le nombre d'agents dans une mairie, à payer plus cher. Et on raconte ça aux journalistes, on raconte ça aux Français, pour dénigrer les collectivités. C'est ça qui est insupportable. De même que l'on dit, on n'a pas décentralisé depuis 15 ans, donc vous n'allez pas avoir d'augmentation des effectifs. Les effectifs, c'est les polices municipales. Si on a recruté dans les polices municipales, ce n'est pas pour rien. Sur une mission de l'État, régalien. C'est le transfert des digues, 15 milliards d'euros par an, le transfert des digues. Le trait de côte, ça sera 100 milliards d'ici 2100, au moins. Le service de la petite enfance, l'entretien des routes et des ponts. Les départements ont à peu près 30% des routes et des ponts, nous en avons plus de 65%. L'État s'est gardé 1%, ce qui rapporte 45 milliards par les péages et par les taxes sur l'automobile et le routier. Et nous, on nous a transféré les ponts, les routes, sans les recettes. Mais ce n'est pas décentralisé, donc il n'y a pas d'obligation de compensation. C'est pourquoi il faut continuer à nous battre. Et continuer à nous battre, c'est non seulement faire du pied à pied, de l'argumentation, de la conviction auprès des parlementaires, de nos partenaires parlementaires, auprès du gouvernement, parce que nous sommes là pour travailler avec les exécutifs, quels qu'ils soient, évidemment. Mais c'est aussi de comprendre que l'on change d'époque et que
pour relancer le pays, pour assainir les comptes publics, pour retrouver un beau service public, il faut libérer les énergies locales. Il est temps de nous écouter, non seulement sur nos alertes que j'évoquais en préambule, mais aussi sur nos propositions. Oui, l'AMF a construit une doctrine de la liberté, et de la liberté locale en particulier. Oui, nous avons rappelé avec André Léniel que le débat sur la décentralisation devait être précédé des principes de la décentralisation, c'est-à-dire qu'enfin le principe constitutionnel de libre administration soit respecté et ne soit pas bafoué à chaque texte législatif sur l'organisation des pouvoirs publics. Nous proposons que ce principe de libre administration soit enfin concrétisé dans une loi organique comme le prévoit la Constitution. Deuxième principe, l'autonomie financière, dont la réalité ne peut venir que d'une autonomie fiscale. Il faut que l'habitant soit associé à la dépense pour nous inciter à la sobriété et à l'efficacité de la dépense publique. Autre principe, et je ne suis pas exhaustif, c'est bien sûr la subsidiarité, qui passe par la consécration constitutionnelle de la clause de compétence générale des communes, et qui consiste à dire que chacun est maître de son destin, et qu'ensuite on choisit à qui on délègue notre souveraineté pour régler les problèmes, et en partant de l'échelon le plus proche du terrain. Cette liberté, elle peut se transmettre très rapidement par un pouvoir réglementaire local. Oui, nous demandons un moratoire sur les contraintes nouvelles qui incitent à la dépense. Nous voulons effectivement qu'il y ait moins de dépenses, eh bien qu'on bloque les obligations de dépenses supplémentaires par toutes ces normes qui nous tombent dessus et qui sont autant de contraintes de temps, d'argent, et j'allais dire, ça nous coûte cher en nerfs aussi. L'application de Nice 2, la directive Nice 2 sur la cyber, est très très pertinente, mais n'est pas applicable aujourd'hui. Il n'y a pas l'ingénierie, il n'y a pas les moyens. Sur la rénovation des bâtiments, 10 milliards d'euros par an pour les collectivités, le nouveau décret. Enfin, est-ce qu'il faut assainir les comptes publics ou pas? On ne peut plus nous imposer cela. Alors oui, nous rentrons dans une ère nouvelle, celle de la fin d'un cycle politique court qui n'en finit pas d'agoniser. Je vous épargne mes considérations là-dessus, je quitterai dans ce cas-là mon rôle de l'AMF et je n'y souhaite pas. D'un cycle un peu plus long qui était le modèle de développement fondé sur l'après-guerre, qui doit nous interroger, notamment au regard de l'effondrement démographique, et puis d'un cycle très long d'européanisation du monde, qui a commencé avec la Renaissance et dont la fin a commencé avec l'absurdité de 14-18, et où on voit la résurgence des empires qui, par définition, sont expansionnistes, sont reptiliens. Hein. Et nous évoquerons ces problématiques tout à l'heure avec, et j'en suis très heureux, et soyez présents, ça va être formidable, avec le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui va nous faire l'honneur d'intervenir ici même pour évoquer le lien avec les communes, le contexte international, parce que nous agissons local, nous pensons global, je le disais tout à l'heure, et c'est aussi la marque des maires. Dans cette nouvelle ère, la commune, ce n'est pas une résurgence du passé, ce n'est pas l'entretien du folklore autour de notre belle mairie et du clocher, quoi. La commune, c'est moderne. Le XXIe siècle, le siècle de l'IA, le siècle de la quantique, c'est le siècle de la souplesse, de l'adaptation, des communautés humaines de proximité. Et c'est dans la liberté d'action que sera l'efficacité. C'en est même sa condition. Parce que les communes sont efficaces. Les budgets locaux respectent la règle d'or. Nous n'empruntons que pour l'investissement. Et que les communes et les intercommunautés sont les premiers investisseurs publics. Que la commune, c'est aussi un facteur d'innovation sur l'IA, sur la crypto, que nous détaillerons au cours de ces travaux dans les 3 prochains jours. Parce que l'engagement dans la commune, il a du sens. C'est le sens de l'engagement civique, celui de la liberté et donc de la responsabilité dans l'espace public. Alors oui, mes chers collègues, nous sommes dans une réalité difficile. Il y a une polarisation politique partisane très forte ces derniers temps. Il y a un éclatement parlementaire, en tout cas à l'Assemblée nationale, et il y a malheureusement trop souvent une déliquescence de l'État qui nous préoccupe au plus haut lieu. Mais parallèlement, nos communes, elles sont aussi et ça on ne le dit pas assez, c'est aussi joyeux la commune, c'est aussi le rassemblement populaire, c'est aussi la solidarité qui s'exprime, c'est le sens du concret, c'est l'humain qui est la finalité de tout, c'est l'humain. C'est ça la République française. Ce n'est pas un concept virtuel, c'est de faire que chacun, quelle que soit sa couleur de peau,
quelle que soit sa croyance, quel que soit son sexe, ses origines, se disent « je suis dépositaire de façon pleine et entière de la nation ». C'est magnifique, c'est grand, c'est beau. L'acculturation, le sens collectif, c'est dans les communes. Nos communes restent solides, bien que certains essaient de les tuer. Et l'AMF est solide au service des communes. Cette vision, c'est celle du foisonnement local, du circuit court de l'action politique. C'est la liberté. Nous ne sommes pas le dernier kilomètre de l'action publique. Nous sommes le premier mètre de l'action publique. C'est tout à fait différent. Et c'est ça le sens de la subsidiarité. Alors, pour faire entendre cette voix, eh bien, au cours de ces 3 jours, faisons entendre, de façon unie, solidaire, rassemblée, la voix des communes de France, la voix des intercommunalités de France. Rappelons avec Bernanos que l'espérance est un risque à courir et que cette espérance, c'est celle de la liberté et de la responsabilité pour les communes de France. Vive l'AMF et vive les communes de France. Bonjour à toutes et à tous. David Lisnard vous a tout dit. Je vais vous dire le reste. D'abord, je voudrais dire que je suis heureux de vous voir si nombreux. Nous battons tous nos records d'inscription pour ce congrès 2025. C'est bien entendu, j'allais dire, la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, pour un certain nombre d'entre vous, c'est le dernier congrès, puisque c'est leur dernière année, qu'ils ont choisi de prendre un repos, pour l'essentiel, j'en suis convaincu, bien mérité, mais toujours douloureux à prendre. Quand on est maire toujours, même quand on a cessé de l'être. C'est ce que m'ont toujours dit les anciens, enfin, je veux dire, les plus anciens que moi. Et donc, moi, je voudrais saluer tous ceux qui sont là pour leur dernier congrès et avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en cours de mandat. Volontairement pour certains, involontairement pour d'autres. Je pense qu'ils méritent que nous ayons une pensée pour eux. Nous avions l'an passé comme titre du congrès « Les communes heureusement ». Et d'ailleurs, on a gardé en sous-titre cette année « Les communes heureusement ». Les communes heureusement, ça veut dire que notre constat est que sans les communes, la France serait dans un plus mauvais état encore, si c'est possible, que celui qu'elle connaît aujourd'hui. Les communes, heureusement, c'est parce que nous avons surmonté depuis 6 ans bien des crises. J'allais dire toutes les crises. Il n'y a pas de période où nous aurions eu à juguler, à corriger, à compléter, à aménager les crises auxquelles nous avons été collectivement confrontés. Il y a 2 ans, nous avions comme titre du congrès « Pouvoir agir ». Vous savez, dans la vie, en général, on demande ce qui nous manque. Et manifestement, pouvoir agir nous manquait. Mais est-ce que ça a cessé de nous manquer? Est-ce que ce que nous avons pu dire avec vigueur, avec constance, a été réellement entendu? Et aujourd'hui, plus fort, plus grave, le thème de notre congrès, c'est liberté. Tout simplement parce que la liberté nous manque de plus en plus. Nous sommes dans des étouffements successifs. Il y a un mandat qui a commencé par le confinement et qui se termine dans la confusion. Nous avons tout eu, la crise sanitaire, cela a été rappelé par David, sans l'action de nos communes,
bien évidemment, la France se serait portée beaucoup plus mal. Elle aurait manqué de masques, elle aurait manqué de centres de vaccination, elle aurait manqué de mobilisation sociale sur le terrain. Nous avons eu la crise de l'énergie, où il a fallu que nous ayons la capacité d'adaptation, ne pas totalement mettre nos collectivités, j'allais dire, en rade, mais en même temps être capable de passer l'épreuve quand vous aviez, ce qui est arrivé dans ma commune, 430% d'augmentation de l'énergie. Nous avons su nous adapter, nous avons su réagir. Je ne vais pas énoncer toutes les autres crises, mais aujourd'hui, nous en affrontons d'autres, qui d'ailleurs sont aussi générées par celles que je viens d'évoquer. C'est la crise politique, la crise institutionnelle, la crise parlementaire, la crise de l'exécutif, qui toutes se cumulent pour donner le sentiment que le bateau France va à volo. Les maires, ils ont répondu présent, ils ont fait face, ils ont été réactifs quand tout vacillait, quand chacun se tournait vers nous. Oh, l'État ne nous oublie pas lorsqu'il s'agit de répondre à l'urgence. Ça a été vrai, rappelez-vous, pour les pseudo-grands débats avec les Gilets jaunes. Ça a été vrai aussi dans ces 6 ans, chaque fois qu'il a fallu relever des défis. Alors on pense à nous. On nous met en première ligne. Mais les moyens ne suivent jamais. Et la reconnaissance s'étiole tellement vite que c'est encore plus efficace que le papier buvard. C'est ça la réalité de chacune et de chacun d'entre nous. Et nous la vivons au quotidien. Mais en même temps, j'allais dire, ces crises, cette période de crise, ce mandat de crise, il a eu une vertu, j'allais dire, extraordinaire. C'est qu'il a révélé à l'ensemble de nos concitoyens que sans les communes, que sans les maires, sans leurs équipes, la France ne serait pas ce qu'elle est, et en tout cas qu'elle ne serait pas, au présent, capable de répondre de manière, j'allais dire, apaisée parfois, satisfaisante, moins souvent, mais en tout cas générale, aux attentes de nos concitoyens. Nous restons convaincus que les Français ont maintenant clairement à l'esprit que les collectivités locales, que les maires ne sont pas un problème, mais sont au contraire la solution aux nouvelles difficultés que nous rencontrons, et il n'est pas de semaine sans qu'il y ait de nouvelles difficultés qui ne nous soient imposées. Nous sommes, comme souvent, au quotidien, le premier recours. Nos concitoyens, qui viennent-ils voir chaque fois qu'il y a un problème? Parfois même des problèmes qui ne nous concernent absolument pas. Je pense souvent aux problèmes de voisinage, qui sont d'un aigu, qui défient souvent la raison. Mais c'est vers la mairie qu'ils se tournent. Il fut un temps, sous la Troisième République, où il y avait le curé, l'instituteur, et puis un peu le maire déjà. Mais maintenant, un certain nombre de ces institutions sont sorties de l'époque très affaiblie. Et donc maintenant, souvent les seuls qu'ils ont à se mettre sous la main ou sous la dent, ce sont les maires et leurs équipes. Et si nous sommes le premier recours, nous sommes de plus en plus souvent le dernier recours. Et là, c'est le pire, bien entendu, parce que nous n'avons pas forcément les réponses qui pourraient être apportées. Nous sommes aussi dans ce monde perturbé, ballotté, quasiment le seul lieu de stabilité. Le Parlement est dans l'état que nous connaissons, l'exécutif instable. On a fait le calcul, les ministres de la décentralisation ou des collectivités, ça dépend des appellations, il y en a eu 10 dans les 5 années qui viennent de s'écouler. Compliqué pour le dialogue, compliqué pour la continuité dans l'action. L'instabilité, elle est partout, et le lieu de la stabilité, c'est là aussi la commune. C'est dans la confusion, dans l'inefficacité de l'État,
les institutions dépassées, inadaptées, un honneur qu'on nous fait en considérant que nous pouvons être le lieu de la réponse, mais avec de plus en plus de difficultés. Alors oui, c'est vrai, nous sommes forts de l'estime, semble-t-il, et parfois même de la reconnaissance de nos concitoyens, et la commune devient un îlot de confiance dans un océan de méfiance. C'est le paysage qui est le nôtre. Mais avec toutes ces charges effectives, ces charges psychologiques, ces charges affectives qui nous sont portées, nos libertés s'amenuisent. Nos capacités d'action reculent sous le coup d'une recentralisation massive. David a donné un certain nombre d'exemples, mais bien entendu, la recentralisation, elle est administrative au sens général du terme. Ce sont les lois bavardes, ce sont les règlements parfois contradictoires, quand ils ne sont pas carrément absurdes. Il a donné quelques exemples particulièrement parlants. Ce sont des textes, j'allais dire à la limite de la lisibilité. C'est tout cela auquel nous sommes confrontés. Et puis ce sont bien entendu les transferts de charges sans compensation. C'est la santé qu'on prend de plus en plus en charge alors que nous n'avons aucune compétence dans ce domaine. C'est la sécurité. J'ai fait faire une étude par l'Observatoire des finances. Le coût de la sécurité pour les collectivités locales, et ce sont essentiellement les communes ou interco, mais il est rare que la sécurité soit intercommunalisée, c'est 2,5 milliards de coûts pour nos collectivités, sans aucune compensation. C'est aussi dans le comportement permanent de l'État à l'égard des collectivités territoriales. Il considère que nous sommes des sous-traitants, mais des sous-traitants maltraités. Il considère que nous sommes éventuellement des auxiliaires. Bref, il y a un comportement permanent de la haute administration et des gouvernements de vassalisation à l'égard des collectivités territoriales. Nous sommes des vassaux qui devraient obéir, qui devraient mettre en œuvre ce que l'on nous objecte, ce que l'on nous demande, et ce qui, malheureusement, dans la plupart des cas, n'est pas assorti ni des moyens humains, ni des moyens techniques, ni des moyens juridiques pour pouvoir le mettre en œuvre. Et puis, il y a bien entendu la recentralisation massive, et j'allais dire la plus dangereuse pour chacune et chacun d'entre nous. Je ne peux pas, quasiment depuis ce matin, croiser un maire sans qu'il me parle de ses finances, de la difficulté à construire le budget 2026, de l'extraordinaire brutalité de ce qui nous est proposé. Oui, nous avons d'ores et déjà un recul de l'autonomie financière, un assèchement de l'autonomie fiscale. Tout cela ne relève plus que de vieilles lunes. Mais nous avons aussi, bien entendu, un État qui me donne le sentiment de se noyer. Et comme souvent, celui qui est en cours de noyade, il tire par les pieds celui qui vient essayer de le secourir. Et quand l'État se noie, il nous entraîne dans son naufrage. C'est ça la réalité à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. Alors, les lois de finances 2026, quand je dis les lois de finances, c'est parce qu'il y a à la fois la loi de finances, mais aussi la loi de financement de la sécurité sociale, nous frappent de plein fouet. L'État est dans le mensonge permanent. Soit le mensonge par omission, soit le mensonge pur et simple. Rappelez-vous, on nous disait pour 2025, la ponction, ça sera 2,2 milliards. Nous en sommes à 7 milliards pour 2025. Et on nous annonce 4,6 milliards pour 2026. Nous avons modé les comptes, nous en sommes déjà à 7,6 milliards de pertes de recettes ou de charges nouvelles. 7,6 milliards, et je n'ai pas encore pu analyser l'ensemble des budgets particuliers, l'ensemble des missions qui sont dans la loi de finances. Et on continue à nous dire 4,6. D'ailleurs, ils ne disent pas tous la même chose, les ministres. Il y en a un, c'est 4,7, l'autre, c'est 4,6. Bon, bref, on a l'impression que c'est la grande bricole. Mais la réalité, elle est celle qui va nous frapper de plein fouet.
Et nous sommes là dans une absurdité. Tu as parlé du Dilico, tu vas me permettre de te compléter, parce que tu as montré l'absurdité du Dilico. Et j'ai apprécié que immédiatement vous réagissiez à ce barbarisme qu'est le Dilico, d'abord sur le plan phonétique. Mais oui, c'est vrai, on nous avait dit, c'est pour 1 an que vaut la parole de l'État. Maintenant, on nous dit, non, non, c'est au moins pour 2 ans, on va vous en remettre une louche, et la louche, on la double. On passe d'1 milliard à 2 milliards. Puis on nous dit, on vous avait dit qu'on va rembourser 90 sur le premier Dilico, mais on ne remboursera que 80% sur le second Dilico. Et c'est là que tu t'es arrêté dans ta démonstration. C'est qu'en réalité, les conditions qui sont mises à un éventuel remboursement du Dilico 2, ces conditions sont totalement inatteignables. Ou alors, pour les atteindre, il faudrait que l'on cesse tout investissement, puisque la règle serait qu'il n'y aurait remboursement que si l'évolution de nos dépenses était inférieure à l'évolution du produit intérieur brut, mais en intégrant dans le calcul les investissements. Ce qui veut dire que c'est totalement impossible si l'on ne met pas en rade sèche nos investissements. C'est un piège mortel, c'est un mensonge d'État, j'allais dire c'est un hold-up en bande organisée. Mais ça ne s'arrête pas là. On nous dit il faut développer l'industrie. Qui peut être contre? La France en a besoin. Nous sommes tous volontaires pour aider à la réindustrialisation ou à l'industrialisation du pays. Mais dans le même temps, on nous dit vous savez, les compensations des impôts économiques, on va vous baisser la compensation. Dilico, c'est 2 milliards, là, c'est quand même 789 millions. Puis on nous dit la DCRTP, qui compense bien entendu ceux qui avaient de la taxe professionnelle, on va aussi vous la baisser. Ce qui veut dire que nous sommes dans la jonction contradictoire où on nous dit il faut industrialiser, il faut créer de l'emploi, il faut moderniser. Et dans le même temps, on va nous supprimer 1,3 milliard pour ceux qui sont dans des villes industrielles, des territoires d'industrie, qui sont souvent aussi les villes où la population est la plus modeste. Et là aussi, mensonge, promesse non tenue, puisque nous étions censés être compensés à l'euro près et de manière évolutive. C'est le resserrement du fonds de compensation de la TVA. 700 millions de moins. Mais dites-moi, chers collègues, la TVA, c'est bien dû, c'est bien un remboursement. Ça veut dire que si on nous pique, passez-moi l'expression, ces 700 millions, c'est nous qui allons financer l'État de 700 millions, puisqu'ils auraient dû nous les verser et qu'ils nous les doivent. C'est malheureusement beaucoup d'autres sujets. Un mot sur les Outre-mer. Hier, nous avons eu une magnifique journée Outre-mer avec une mobilisation très forte des élus d'Outre-mer. La situation des Outre-mer est d'une complexité, j'allais dire, je dis ça à tous les hexagonaux, c'est les difficultés que nous rencontrons multipliées par 10. La mission Outre-mer, c'est moins 623 millions. Le fonds vert, il était à 2,5 milliards il y a 2 ans. Là, il y aurait à nouveau 500 millions de moins, ce qui nous mettrait à 650 millions par rapport à 2,5 milliards il y a 2 ans. Alors qu'on nous explique matin, midi et soir que nous devons être en première ligne pour faire que nous soyons en capacité dans notre pays de passer les turbulences climatiques que nous savons non pas être futures, mais que nous vivons déjà au présent. Beaucoup d'autres lignes, je vais m'arrêter là, je pourrais toutes vous les citer une par une. Parce que quand j'affirme qu'aujourd'hui c'est 7,6 milliards, j'ai dit publiquement que je mettais bien entendu au défi un ministre de venir en débattre avec moi, quel qu'il soit. Le premier, celui des finances, celui des comptes publics, qui veut que nous ayons ce débat. J'en ai assez qu'on nous trompe, j'en ai assez qu'on nous dise des chiffres
qui sont totalement mensongers. Nous avons, j'allais dire, l'obligation de réclamer la clarté. Et je pense que la morale publique voudrait que l'État nous doive cette clarté. Mais tout ça est en plus une absurdité. Il y a besoin d'une relance de l'économie nationale. Nous pouvons être le levier de cette relance, nous, parce que nous avons des projets, parce que nous avons des capacités d'initiative. Et encore faut-il que nous ayons les capacités d'investir. Et au lieu de faire de nous, l'ensemble des collectivités territoriales, le levier de la relance dont a besoin la France, on va faire de nous les agents de la récession. Car ne vous y trompez pas, si le budget tel qu'il est prévu était mis en œuvre, 2026 sera l'année de la récession de la France. C'est cela que nous avons devant nous. Et c'est cela contre lequel il faut que collectivement nous soyons capables de nous battre. Sans les moyens de l'action, et j'en viens au thème de notre congrès, que reste-t-il de liberté? J'ai coutume de citer Albert Camus. Camus a dit « Priver le travailleur de son pain, que lui reste-t-il de liberté ?» Eh bien, mes chers collègues, priver des moyens de l'action, que nous reste-t-il de liberté? La parole de l'État, bafouée si souvent, a transformé la confiance en objet de musée. Et encore, pas dans les salles, dans les réserves. N'ayant rien de concret et de positif à nous dire, le Premier ministre, une nouvelle fois, ressort le mirage de la décentralisation. Beau mirage. Mais quand il n'y a que le mirage, c'est peau de chagrin. Qui de sérieux peut y voir aujourd'hui autre chose qu'une diversion? Qui peut penser qu'on peut engager une grande loi de décentralisation dans la période parlementaire où nous sommes, où on n'est même pas en état de voter un budget pour la France? Qui peut penser que cela est réalisable et que ce n'est pas une diversion que de vouloir nous appâter? Mais j'allais dire, c'est la même méthode, toujours la même. Revenez jeudi. Vraiment, s'il y en a qui n'ont pas l'intention d'être là jeudi, moi je vous dis, revenez jeudi. Jamais vous n'aurez été encensé comme vous le serez jeudi. Vous êtes les plus beaux, mais ça on le savait déjà. Les plus efficaces, c'est évident. Les plus magnifiques, bien entendu. Et puis, je vais arrêter, mais à mon avis, ça sera encore pire que ça, ou mieux que ça. Ça dépend comment vous le prenez. Et oui, mais la méthode est toujours la même. On nous caresse l'échine d'une main et on nous fait les poches de l'autre. Et c'est cela que nous vivons. Ça n'est pas simplement une formule. Nous serons encensés et nous serons poncés. Alors, la décentralisation, nous sommes pour et nous avons travaillé depuis des années. Nous la réclamons depuis des années. Mais, cela a été dit par David, nous voulons d'abord qu'on réaffirme les principes. Et nos principes, ce sont des préalables. Parce que quand on lit bien le courrier que nous a adressé à l'AMF le Premier ministre, en réalité, ce qu'il souhaite, et d'ailleurs c'est dit dans un détour de phrase, c'est non pas faire une véritable décentralisation, c'est faire des économies. Or, l'objectif de la décentralisation, c'est de redonner du pouvoir. Ça peut parfois d'ailleurs entraîner des économies, mais ce n'est pas ça l'objectif. Et quand on nous dit « Ah, on pourrait vous rétrocéder au hasard, n'est-ce pas ?» Et c'est dans le courrier du Premier ministre, le logement. Et oui, avec François Baroin, tu le rappelais, on avait dit il y a 5-6 ans que ça allait dans le mur. Ah non, maintenant, on a traversé le mur, malheureusement. Quand on nous dit ah ben, on pourrait décentraliser la santé. Mais attendez, avec quels moyens? Avec quels moyens? Quand on nous dit, et puis d'ailleurs, ça serait dramatique qu'il n'y ait pas une politique nationale de santé. Bon, je ne vais pas faire la liste, mais en réalité, c'est un faux semblant. Allez, une truanderie, comme on disait au XVIe ou XVIIe siècle. La décentralisation, nous la voulons,
mais nous voulons la subsidiarité. Alors je sais, tu l'as évoqué d'un mot, je vais l'évoquer un tout petit peu plus. C'est quoi la subsidiarité? C'est de vouloir inverser ce qu'a été la décentralisation en 1982-83. Nous voulons, nous, une décentralisation qui fait que tout est décentralisé. Je dis bien tout, sauf ce qui est réservé à l'État. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tout est centralisé, sauf ce que l'État veut bien nous concéder. Eh bien, inversons le dispositif, c'est là que le mot liberté prendra pleinement sa conscience et son action. Et puis, la libre administration, cela a été dit, il y a la capacité juridique à le faire de manière très simple en la définissant. C'est un principe constitutionnel maintenant déjà ancien, la libre administration, mais qui n'a jamais été défini. Ce qui fait que, bon, c'est un principe. Mais un principe sans définition, ça reste un vœu pieux. Eh bien, nous voulons que ça devienne une réalité. Ça passe par une loi organique. Ce n'est pas une mécanique compliquée. Ça passe devant les deux chambres. Il y a une majorité qualifiée. Mais c'est parfaitement faisable s'il y a cette volonté de décentralisation. Alors, si le Premier ministre a vraiment la volonté de la décentralisation, on a même déjà des lois organiques toutes prêtes. On veut bien lui prêter. Eh bien, qu'il le mette à l'ordre du jour, immédiatement. À ce moment-là, on pourra commencer à croire qu'il y a une volonté politique. Et puis, bien entendu, cette autonomie fiscale et financière. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre, ou tellement peu, que nous dépendons en permanence du bon vouloir d'un État qui n'a plus les moyens de vouloir quoi que ce soit. La clause de compétence générale, le pouvoir réglementaire local, ce sont des réformes qui sont à portée de main. Il ne leur manque que la volonté politique. Et je ne vois rien dans le paysage politique actuel qui permette de penser que cela est dans le véritable projet d'un gouvernement qui serait en place actuellement. La décentralisation, ce n'est pas une réforme administrative. Ce n'est pas jouer au bento. Je te donne telle compétence, je reprends telle autre, je te pique telle... Non, ce n'est pas ça. La décentralisation, c'est un projet politique au sens le plus noble du terme. C'est la réorganisation de la démocratie dans un pays. La volonté de rapprocher le pouvoir du citoyen, la volonté qu'il soit au plus proche, et que tout ce qui peut être fait au niveau de la commune le soit, et qu'après, suivant la difficulté, suivant la complexité, suivant les spécificités, ça soit fait au niveau du département ou de la région. C'est cela la décentralisation. Ce n'est pas une réforme administrative. Mais aujourd'hui, la décentralisation est devenue une condition absolue du redressement de la France. François Mitterrand, en 1982, pardon de vous rappeler quelqu'un qui a mon amitié, a écrit « La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. » Eh bien, 43 ans après ces propos de 1982, l'essentiel de la décentralisation ayant été effacé, nous en sommes revenus à ce point de départ. La France a besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. De recul en recul, nous en sommes revenus là. Proclamer notre soif de liberté, la reconquérir, tel est l'objectif du combat que nous menons avec force et unité pour ce 107e congrès. Je pense qu'il faut réfléchir aux modalités d'action qu'on peut avoir dans les semaines à venir. Notre congrès, je suis sûr qu'il sera vif, fort, imaginatif, uni. Mais si c'est pour repartir dans nos communes, jeudi soir ou vendredi matin, et que rien ne se passe, alors nous aurons beaucoup déçus. Donc il faut que nous réfléchissions ensemble. Nous aurons une réunion de bureau jeudi matin. Ça peut être d'appeler toutes nos associations départementales à organiser, département par département, sur une date fixe, une manifestation pour prendre à témoin l'ensemble de nos concitoyens au niveau départemental, qui peut être le beau et noble moment, lieu. Ça peut être d'appeler nos 34 800 communes à prendre délibération pour protester contre la situation qui est faite aux collectivités territoriales. Ça peut être toute autre idée. Mais il ne faut pas seulement que nous ayons une belle résolution, et je suis sûr que nous aurons une belle résolution,
il faut que nous ayons aussi les moyens de l'action. Et les moyens de l'action, mes chers collègues, c'est vous. Alors très simplement, j'écris ton nom, proclamait le poète. Ensemble, donnons un sens à cette phrase. Vive la liberté, vive la commune, vive la liberté renouvelée, vive la République enfin libérée et vive la France.